Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois Gabrielle Cluzel pour parler ensemble du phénomène de baisse de natalité en France, comprendre ses causes et ses conséquences et comment ce phénomène peut être renversé. Madame Cluzel, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Julie, merci de me recevoir. Alors si on se retrouve justement aujourd'hui, c'est pour parler ensemble de la baisse de la natalité en France, comprendre un peu quelles sont les causes de ce phénomène, mais surtout les conséquences si la situation ne change pas. Alors pour commencer, selon vous, quels sont les principaux facteurs justement qui expliquent la baisse continue de la natalité en France ces dernières années ? Alors on parle souvent des facteurs économiques. Alors ils font partie du problème, mais à mon avis, ils ne sont pas les seuls, loin s'en faut. Je vois souvent d'ailleurs des arguments qui me paraissent un peu superficiels, vous voyez. On me dit par exemple, parce que les gens n'arrivent plus à se loger. Alors je rappelle qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une crise du logement sans précédent. Les jeunes ménages vivaient chez leurs parents, c'était très exigu. C'est d'ailleurs pour ça que ont été lancés, je crois que c'était le général de Gaulle qui avait lancé les Beaux lois 48 avec des loyers très très préférentiels, précisément pour résoudre ce sujet-là. Et pourtant, cette période coïncide précisément avec le baby boom. Donc, c'est pas encore là qu'il faut chercher l'explication. Alors, on me dit aussi, c'est très fréquent dans les milieux de droite, par exemple, ah oui, mais on comprend avec le monde qu'on leur prépare. Vous savez, c'est un peu le tout est foutouisme ambiant. Et là aussi, on se dit, bah écoutez, heureusement que pendant la guerre de 100 ans, les épidémies de peste, la guerre de 70, de 14, de 39, etc., on ne s'est pas dit la même chose. Finalement, bon an, mal an, oui, il y a beaucoup de nuages sombres qui s'accumulent sur nos têtes, mais nous vivons encore dans un certain confort. Donc je pense que l'explication est ailleurs, et pour moi, elle est dans le climat ambiant qu'on a construit depuis des dizaines d'années. Un climat de maternophobie ou de puérophobie, les deux vont ensemble, hein, la mère et l'enfant, au sens propre du terme, à la fois au sens figuré, vous savez, phobie, maintenant on comprend un peu dans le sens de détestation, bah, c'est un peu à la fois son sens étymologique peur et son sens, comment dirais-je, figuré d'aujourd'hui, son glissement sémantique d'aujourd'hui, c'est-à-dire de détestation. Et ça commence de façon très simple, c'est que dès finalement l'adolescence, on explique aux filles qu'il faut se prémunir, il faut soigner leur fécondité, comme on soigne, je sais pas, l'hypertension ou le diabète. Donc c'est une maladie chronique, la fécondité. C'est comme si elle devait s'en prémunir, voire même parfois l'éradiquer. J'ai le souvenir de cette jeune fille artoise qui sur le média brut avait dit ah ben voilà, je me suis fait ligaturer les trompes, 4 mois de délai, c'est tout, c'est remboursé par la Sécu, parce que la Sécu considère que c'est un moyen de comment dire, de contraception comme un autre. Et donc c'est remboursé aux jeunes femmes de 18 à 26 ans, et c'est absolument, comment dire, irréversible, ou quasiment, je suis allée voir sur le site d'un hôpital. Et donc, la société promeut ça. Je me souviens qu'une institutrice me disait, moi, mes enfants maternels, quand je lève la main, je leur dis qui veut être maman, toutes les petites filles lèvent le doigt, tous les enfants d'ailleurs, les papas lèvent aussi, les petits garçons rêvent aussi d'être papa. Et puis à 25 ans, il n'y a plus personne. Alors, vous savez, quand j'entends les féministes dire ah ben, on a conditionné la société, vous savez, vivre dans un monde, je sais pas, qui est sur la lune. Hein. La société conditionne les femmes pour être mères. Non, mais pas du tout. Elle les conditionne pour ne pas être mères. Parce que qui est le plus proche de l'état de nature entre la fille de 5 ans et la fille de 25, c'est évidemment celle de 5 ans. Elle laisse parler son instinct naturel, alors que la fille de 25, eh bien, on lui a bien fait la leçon, on l'a bien formatée. Et ce climat est partout, et l'expression du no-kid actuel, hein, dont on parle beaucoup, n'en est que l'expression. Voilà, donc on a convaincu la femme que sa fécondité n'était pas une richesse, mais un fardeau, donc qu'il fallait laisser au bord du chemin. D'ailleurs, comment dire, l'ironie de l'histoire, c'est que maintenant on parle d'homme enceint. Hein, la femme l'a laissé sur le bord du chemin et l'homme l'a récupéré. Euh, et, euh, et,
Et donc, tout cela, évidemment, contribue à ne plus avoir d'enfants. Et on peut encore finir, parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup frappé les réactions après les wagons de la SNCF Nokia. Les gens disent les enfants sont mal élevés. Alors, je suis très frappée de voir d'ailleurs que c'est souvent la génération. J'aime pas ce mot-là parce qu'il est péjoratif, alors qu'il y a des gens fort sympathiques dans cette génération, mais des boomers qui ont été la génération post-68 art. Ils ont dit interdit d'interdire, et puis maintenant ils disent les enfants sont affreusement mal élevés. Bah oui, en même temps, c'est un peu vrai. Alors, la solution, c'est l'éducation des enfants, pas leur éradication. Vous avez très justement soulevé le point qu'il y a un changement de perception de donner vie et de fécondité chez notamment les jeunes adultes. C'est très perceptible. Est-ce que selon vous, c'est aussi peut-être une influence des médias et des réseaux sociaux notamment qui peut influencer ça? Est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans ça? Parce que ce sont des générations qui ont aussi grandi avec ça. Est-ce qu'il peut y avoir un lien? Alors oui, c'est vrai, vous avez raison. Hein, les médias et les réseaux sociaux participent à ce climat. Moi, je suis très frappée des titres de certains médias encore récents. Des femmes témoignent, j'ai perdu les cheveux, je suis devenue incontinente. Moi, j'ai eu 7 enfants, je suis ni incontinente ni chauve, comme vous pouvez le constater. Bon, l'incontinence ne peut pas le prouver, mais je vous assure. Et donc, si vous voulez, tout cela, évidemment, participe à ce climat. C'est relayé par les réseaux sociaux. C'est un phénomène de mode, hein, c'est sûr, mais je crois que philosophiquement, les réseaux sociaux relaient, les réseaux sociaux créent des communautés finalement qui affirment ne pas vouloir d'enfants, et les médias aussi amplifient, mais il y a une raison philosophique plus profonde, et moi je la vois dans vraiment de la détestation de tout ce que représente un enfant. Vous voyez, on peut faire un enfant, c'est l'amour, et en fait, il y a ceux qui ne veulent pas d'enfants, souvent. Alors, je m'appart parce que c'est toujours un peu délicat parce que il y a des gens qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas fait le choix de ne pas avoir d'enfants. La vie a choisi pour eux, donc c'est toujours un peu difficile de montrer du doigt ceux qui n'ont pas d'enfants, et je ne souhaite pas le faire. Mais disons que je suis évidemment dans une approche collective et pas individuelle. Ceux qui n'ont pas d'enfants, eh bien, ils détestent d'être adultes. Vous voyez, les adolescents. Hein, on a beaucoup parlé des adolescents. C'est vrai tant que vous n'avez pas d'enfants, jusqu'à 40 ans, vous pouvez vous prendre encore pour un jeune. Vous allez dans les after-work, là, prendre un pot, vous allez faire des week-ends avec vos copains. En plus, vous avez de l'argent parce que vous travaillez, donc c'est encore mieux qu'étudiant. J'ai vu qu'il y avait des clubs de vacances, alors je ne sais plus exactement le nom, mais où vous preniez vous-même pour des enfants. Ils vont des adultes qui sautent de toboggan, voilà, une jeune femme même me disait, elle avait 35 ans, elle me disait mes parents organisent des chasses aux œufs à Pâques pour moi. C'est très gentil, mais elle avait un peu l'âge plutôt de les organiser pour ses propres enfants, si j'ose dire. Donc il y a un peu cette idée que c'est vrai, tant qu'on n'a pas d'enfant, on n'est pas adulte, on n'a pas autant de responsabilités. Quand on a un enfant, entre 18h et 20h, on est un peu chez soi en train de donner le bain et faire dîner ou à se dépêcher de rentrer du boulot. Enfin bon. Donc je pense qu'il y a cette détestation de l'adulte. En fait, on veut rester enfant soi-même. C'est pas qu'on n'aime pas les enfants, mais qu'on n'aime que l'enfant qui est en nous-mêmes, l'enfant que nous avons été. Et d'ailleurs, quand on dit que mai 68 a tué le père, il n'a pas seulement tué le père, le propre père de ceux qui ont fait mai 68, mais le père qui était en eux. Ils n'ont pas voulu être père. Il y a détestation de ce que représente un adulte qui est parent, c'est-à-dire l'autorité. On déteste ça, l'autorité. Le risque. C'est vrai que quand vous avez un enfant, vous risquez de le perdre, vous risquez qu'il soit malade, vous risquez de souffrir parce que la vie, c'est la souffrance. Vous risquez qu'il soit pas comme vous l'aviez rêvé, parce que malheureusement ou heureusement, je dirais, eh bien, la vie réserve des surprises, et puis c'est la liberté de chacun. On n'achète pas un bébé sur catalogue en principe, sauf maintenant avec la GPA. Et encore, ça marche pas toujours. Donc, il y a la détestation du risque. Il y a la détestation de l'effort, parce que rien de ce qui se fait dans ce bas monde ne se fait sans effort. Hein. D'ailleurs, les gens qui ont travaillé dur dans leurs études, dans leur boulot, le savent. Un enfant, c'est pareil. C'est vrai, il faut se réveiller la nuit. Ça demande des efforts, parce qu'il n'y a rien de plus beau. Donc, c'est des grands efforts. Et la détestation de la transmission, transmet des mœurs. Vous savez, moi, je suis toujours persuadée que notre civilisation, elle n'est pas transmise par des bouquins, par des monuments. Ça, c'est des musées, ça. Mais une civilisation vivante, elle se transmet par les enfants. C'est ce que vous transmettez, les petites mœurs
si j'ose dire, je sais pas comment les appeler, mais intimes, domestiques que vous transmettez à vos enfants dans la cuisine. Voilà, par exemple, c'est quand vous avez la foi, la prière que vous leur faites faire. C'est tout ça, c'est d'aimer les parents, les grands-parents, enfin tout cela, voilà. Et on a comment dire notre temps n'aime plus notre civilisation, notre propre civilisation, elle n'aime plus la transmission. Donc c'est normal qu'on n'aime pas les enfants qui sont des vecteurs de transmission. Et c'est aussi une détestation de soi. Moi, je l'ai toujours pensé. Je me dis ceux qui en fait n'ont pas d'enfants ne s'aiment pas parce que pour se dupliquer, eh ben, il faut se juger digne d'être reproduit, enfin, pour se reproduire, vous voyez. Il faut se dire, bah oui, ouais, je suis comme la reine d'Angleterre, j'ai envie de m'inscrire dans une lignée et de la proroger. Voilà, on est content qu'on nous dise, ah bah, votre fille, elle vous ressemble, elle ressemble à votre mari, à votre mère, à votre grand-mère. Bon. Et tout ça, je pense qu'au fond, il y a une détestation de soi et j'en veux pour preuve un livre que j'avais lu et qui m'avait beaucoup frappé, qui n'a rien à voir apparemment avec le sujet, mais qui en fait a tout à voir, qui s'appelle Enfant de nazi. L'auteur, c'est, je ne sais plus, le nom m'échappe, mais ça doit être très facile à retrouver. Elle raconte que les enfants nazis ne voulaient pas transmettre leurs gènes. Ils trouvaient tellement que leurs ancêtres avaient fait d'abominables choses. Bah, si, bon, c'est un peu, évidemment, je prends un cas extrême, mais mutatis mutandis, c'est un peu ce qui se passe. On dit à nos enfants, bah, vous avez été des colonisateurs, c'est affreux, vous êtes des oppresseurs. Vous avez été des collaborateurs parfois, pour certains, quand on remonte l'histoire, on leur parle toujours de la Deuxième Guerre. Vous avez été, en tant qu'homme, par exemple, les garçons, vous avez opprimé les femmes, voilà. En tant qu'être humain, vous voyez, l'écologie recommande de ne pas avoir d'enfants. Vous avez trop respiré, vous avez abîmé la planète. En tant qu'espèce humaine, les antispécistes vous disent que vous avez été odieux avec les animaux, vous en êtes servi, hein, vous les avez opprimés. Bon. Donc, si vous voulez, à la fin, vous vous retrouvez avec une génération qui se dit, mais il faut que ça s'arrête là, tout ça, c'est terrible. Et voilà, et c'est vrai qu'en plus, l'argument écologique me paraît être dramatique, c'est vraiment un changement, puis j'arrêterai là parce que je parle depuis longtemps là, un changement vraiment de paradigme énorme, parce qu'autrefois, l'écologie, c'était l'environnement, et l'environnement, c'est fait pour environner, hein, comme le chef, c'est fait pour chefer. Et bien là, et au centre, il y avait l'homme, sinon il n'y aurait pas eu d'environnement. Et en fait, aujourd'hui, on nous parle d'une déesse Gaïa, qui est comme la Terre, qui est comme les déesses, vous savez, dans les civilisations archaïques. Elle demande des enfants pour calmer sa colère, elle dévore les enfants, il faut lui sacrifier les enfants. Bah là, on somme les femmes de sacrifier leur désir maternel pour sauver la planète. C'est vraiment un recul civilisationnel archaïque. Vous avez soulevé un point que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une des causes qui peut être la détestation de soi. Est-ce qu'on ne peut pas aussi le percevoir à l'inverse comme justement des générations un peu égoïstes qui veulent voyager, comme vous le disiez, aller en after work, peut-être aussi plus se consacrer à sa carrière professionnelle. On voit de plus en plus de femmes qui refusent d'avoir des enfants parce qu'elles sont concentrées sur leur carrière professionnelle en se disant que c'est pas compatible. Est-ce qu'il n'y a pas aussi du coup ce côté un peu égoïste des nouvelles générations qui pensent un peu qu'à s'amuser ou comme vous l'avez dit, qui ont peur de devenir vraiment adultes? Alors vous avez raison, mais c'est un égoïsme qui est c'est un peu comme le portrait d'Oscar Wilde, si tu veux, si vous voulez. La fête est vite terminée, hein, parce que c'est très restreint comme égoïsme. Le vrai égoïsme, enfin, dans le sens ou le vrai amour de soi plutôt, serait au contraire de se dire, moi, je veux mettre un pied dans l'éternité, je veux pas que ça s'arrête avec ma mort. Et je veux avoir des enfants pour finalement transmettre ce que j'ai été. Et c'est vrai que quand on regarde sur le fond, vous avez raison, il y a cet argument-là, mais en fait, c'est un faux argument. Il a été développé, par exemple, dans le livre No Kid, que je trouve affreux, c'est une suite de fake news. Vous savez, de Corinne Mayer, ce livre qui a eu un retentissement incroyable, qui a été traduit dans je ne sais combien de langues, et qui fait croire, par exemple, que oui, pour voyager, il faut pas avoir d'enfant. Alors ça, le voyage, on peut s'arrêter un instant.
c'est vrai qu'on voyage moins bien avec un petit nourrisson que tout seul, ou pas dans les mêmes conditions, même si c'est tout à fait faisable. Moi, je suis allée à l'autre bout du monde avec un bébé de 4 mois et d'autres enfants plus grands. Déjà, je trouve très étonnant de vouloir absolument aller à l'autre bout du monde, rencontrer les enfants des autres, revenir en disant c'est merveilleux, voilà, et pas avoir envie de rencontrer ses propres enfants. C'est pas inintéressant de rencontrer ses propres enfants qu'on connaît pas, hein, voilà, c'est plein de potentialités. Par ailleurs, c'est une fake news aussi parce qu'un enfant ne reste pas à l'âge de 2 ans toute sa vie. Ce qui est merveilleux quand on a des enfants adolescents ou jeunes adultes ou même encore enfants, mais tout petit peu plus autonomes que nourrissons, c'est de les emmener voyager justement. C'est un moment merveilleux de se retrouver à transmettre toutes ces beautés qu'on découvre dans le monde. Donc non, il n'y a pas besoin d'être à la retraite, d'attendre que les enfants soient partis pour voyager. Et d'ailleurs, ce fil-là est déroulé par Corinne Mayer X fois. Finalement, elle fait croire aux jeunes femmes qui peuvent le croire parce elles sont encore jeunes. Justement, quand on a l'âge d'avoir des enfants, on voit que les enfants de ses copines en bas âge, elles lui font croire que l'enfant reste à 2 ans toute sa vie. Mais heureusement que non. Je vais vous reciter cet exemple que je donne souvent et je vous l'ai peut-être déjà donné, mais elle a un chapitre qui s'appelle le dîner de con, Corinne Mayer. Elle dit ah ouais c'est l'horreur. Tous les soirs quand on dîne avec ses enfants, on est entre le petit Suisse écrasé, la banane. C'est sûr qu'on parle pas d'Aristote. Bon déjà on parle pas beaucoup d'Aristote de façon générale, mais bref c'est sûr que c'est pas un enfant de 18 mois qu'on va faire beaucoup de parler de ses dernières lectures. Mais quand vos enfants deviennent grands, c'est eux qui vous poussent dans vos retranchements, parce qu'un enfant, par principe, ça s'approprie ce que vous lui avez donné comme une éponge, puis après, ça le déconstruit pour le reconstruire. Et c'est là qu'il vous pousse dans vos incohérences. C'est passionnant, hein, parce que vous êtes obligé de développer des argumentaires. Parfois, il y a un prof qui l'a aiguillonné en plus à l'école. Donc, c'est vraiment des torquemadas avec des appareils dentaires et des boutons sur le front. Donc, au contraire, c'est passionnant. Si dîner de con il y a, le con, c'est vous. Donc, dans ces cas-là. Et donc, c'est vrai que tout cela est complètement faux, mais c'est rentré dans le cerveau des gens. Évidemment que c'est rentré. Puis, on peut rajouter à ça, c'est sûr, hein, que l'instabilité des familles et des couples fait que ça ne, comment dire, ça ne conduit pas à avoir des enfants parce que l'enfant, une fois que vous avez divorcé, que vous êtes séparés, si vous n'étiez pas mariés, s'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas beaucoup de traces finalement de ce qui s'est passé. L'enfant, c'est un peu la statue du commandeur de vos amours passés. C'est gravé dans le marbre. Il y a la garde alternée. Vous continuez à voir l'autre, etc. Donc c'est sûr que c'est un élément d'explication, mais et là aussi, par égoïsme, sans doute, n'a-t-on pas envie de s'engager, mais c'est surtout se priver d'une joie extrême. Moi, je vais vous dire, je vais vous parler de façon extrêmement cash. Je trouve que c'est une violence faite aux femmes, vous voyez, pour reprendre un mot à la mode, que de les convaincre de ne pas avoir d'enfants. Elles n'ont même pas envie d'avoir cette expérience. On se rend compte qu'aujourd'hui, les femmes dans cette baisse de la natalité, qui est vraiment une chute vertigineuse, on est au bout du toboggan, c'est pas que les femmes aient moins d'enfants, c'est que beaucoup de femmes n'en ont pas du tout. Donc elles n'ont même pas envie de tester, si j'ose dire. Vous voyez, ce tsunami d'émotions, affectifs. Mais parce qu'on leur a tellement dit que c'est une catastrophe, c'est comme un skieur en haut d'une piste. Hein. Si on lui dit, si tu fonces, si tu prends cette piste-là, tu vas te casser la jambe, ça va être l'horreur, tu vas tomber dans un précipice, ils n'y vont pas. Si on leur dit, oui, il va y avoir des émotions dans les virages, mais ça va être merveilleux, le ciel bleu, le soleil, et tu vas faire des rencontres incroyables, évidemment qu'ils y vont. Donc c'est une violence, c'est presque une castration intellectuelle. Une castration, c'est la suppression des organes reproducteurs. Là, on a castré, comment dire, intellectuellement, on a castré psychologiquement les jeunes gens, les jeunes femmes. On a beaucoup évoqué les causes de ce phénomène. On va parler maintenant un peu plus peut-être des conséquences pour que les gens aussi prennent conscience, parce que c'est devenu presque banal. On a l'impression que c'est le sujet qui revient, la baisse de la natalité. Bon, mais ça change pas. Donc c'est qu'il y a aussi un manque de conscience de concrètement qu'est-ce que ça provoque, la baisse de la natalité en France à court terme, mais aussi à long terme. Oui, alors déjà,
je vais vous dire, il n'y a pas de prise en compte de la natalité. Il a beau parler de réarmement démographique, Emmanuel Macron, c'est pas vrai. D'ailleurs, les femmes qui auraient dû être au centre de la réforme des retraites, le cœur du réacteur, hein, puisqu'elles fournissent, si vous permettez ce mot trivial, les cotisants, eh bien, elles n'ont pas du tout été évoquées pendant cette réforme des retraites. Donc, c'est pas vrai. On ne prend pas le problème à bras-le-corps quand je vois qu'il écrit un courrier en expliquant notamment que oui, c'est possible de congeler ses ovocytes, pardon, mais c'est quand même quelque chose qui est absolument pas naturel, qui marche pas à tous les coups, qui est invasif. Enfin, je me dis, mais ils sont fous, hein, franchement. Hein. Donc, il n'y a guère que le rapport qui vient de sortir là, de l'Assemblée nationale que j'ai trouvé assez concret dans les mesures qu'il a proposées. Bah, les conséquences, ça va être terrible, je vais vous dire. Parce que je vous parlais des retraites, c'est une des conséquences, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais là, on n'en est qu'à l'apéritif des conséquences. Donc déjà, on se dit, ah là là, zut, il va falloir travailler plus longtemps. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous allez dans un EHPAD, vous vous rendez compte qu'il y a le personnel de l'EHPAD, déjà on a du mal à recruter, trouver du bon personnel, mais qui sert de supplétif, de bénévole, qui, vous voyez, redresse un coussin, fait passer aux infirmières la consigne de sentiments d'isolement, un peu dépressif, etc. Bah, c'est la famille. Évidemment que c'est la famille, ce sont les enfants, les petits-enfants. Et là, si vous voulez, ça va être terrible parce que là, les boomers, la queue des boomers sont encore bon pied bon oeil, hein, ils sont pas encore à l'EHPAD. C'est eux qui vont voir leurs propres enfants, leurs propres parents, pardon. Donc, mais quand toute cette cohorte sera en situation de dépendance et que il y aura plus assez d'enfants, mais ça va être une situation d'isolement euh, ahurissante, si vous voulez. Et ça va être comme au Japon où on voit des gens qui meurent chez eux dans leur appartement, les voisins ne s'en rendent pas compte pendant des années. Ça arrive quelquefois chez nous, mais là-bas, je crois que c'est un phénomène assez majeur. Les petits frères des pauvres ont repéré, je crois que c'est 700 000 personnes en situation d'isolement absolu, c'est-à-dire en situation de mort sociale, qui ne voient plus jamais personne. Ben ça va être le quotidien dans quelques années de beaucoup. Alors, que va-t-on faire? On va nous dire, ah, mais il faut faire venir de l'immigration, il faut faire venir les enfants des autres. Voilà. Sauf que c'est vraiment une conception mais terrible de l'humanité sans âme. C'est supposer qu'un être est remplaçable par un autre et que ça va bien se passer. Non, évidemment que ça va pas bien se passer. On voit déjà que l'immigration pose des problèmes de tous ordres. C'est pas grave, on appuie sur l'accélérateur. Donc il faut se rendre compte que nous sommes à l'aube de problèmes majeurs qui ne sont pas pris en compte. C'est pas vrai, parce que euh, sinon, moi je me rends compte qu'on en parle qu'en passant. Voilà, tiens, il y a un rapport sur la natalité qui passe. Bon, très bien, ça va faire la une de l'actu pendant 24 heures, et puis c'est terminé. Alors que c'est vraiment au centre de nos préoccupations. D'ailleurs, là, je vais vous dire un truc. Je pense que la gauche devrait s'en préoccuper au premier chef, parce que moi j'ai remarqué quelque chose. C'est que ceux qui continuent à avoir des enfants, c'est plutôt dans des sphères religieuses. Vous voyez, c'est comme en Israël où les juifs orthodoxes, par exemple, sont devenus une part non négligeable démographiquement du pays au point qu'on n'a plus pu les exempter de service militaire. Mais ça, on peut en dire autant des catholiques en France. Ils ont beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Je voyais un article de la Croix qui disait, plus vous allez à la messe, c'est bizarre comme ça, on ne dirait pas qu'il y a un lien, mais c'est ainsi. Et bien plus, en fait, quand on creuse, on comprend pourquoi, mais et plus vous avez d'enfants. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants chez les catholiques, alors sans doute aussi chez les musulmans, chez les juifs. Alors en revanche, la gauche laïque, alors elle a pas eu beaucoup d'enfants, ceux qui étaient la génération Mitterrand, mais alors la génération Hollande-Macron, je peux vous dire que ces enfants, donc les enfants de la génération Mitterrand, ont entendu 5 sur 5 le message et n'ont plus d'enfants. Donc il va y avoir des cartes rebattues sur le plan électoral, par exemple, sur le plan des grands équilibres. Et je pense que cette gauche laïque qui a promu cette dénatalité, elle va être punie par où elle a péché. Pour terminer un petit peu cet entretien, pour avoir un petit message aussi peut-être d'espoir et d'évolution, quel type de mesures ou de politique publique pourrait selon vous encourager une hausse de natalité? Est-ce qu'on peut aussi s'inspirer d'autres pays par exemple, sans bien sûr atteindre les contraintes au choix individuel? Oui, écoutez, de toute façon, personne ne forcera les gens à avoir des enfants, c'est certain, mais il faut leur montrer, on parle de mesures incitatives, mais
c'est surtout montrer que la maternité et que la parentalité, que l'enfant a du prix. Et finalement, ces mesures économiques qui sont envisagées comme en Hongrie, hein, il y a des mesures tout à fait intéressantes. Alors certains me disent ah bah oui, mais ça va représenter une pompe aspirante supplémentaire, par exemple pour l'immigration, sachant que c'est vrai que la Hongrie n'est pas dans la même situation, elle est dans une situation pré-migratoire, alors que nous sommes dans une situation post-migratoire. Mais néanmoins, les mesures hongroises, au contraire, en favorisant l'accès, par exemple, à la propriété, des taux zéro, un impôt sur le revenu annulé, eh bien, favorise les classes moyennes françaises, voilà, pas nécessairement ceux qui souhaitent arriver dans notre pays. Donc, je pense que c'est tout à fait intéressant. Et encore une fois, je trouve que le dernier rapport de l'Assemblée nationale, même s'il est insuffisant, va quand même dans le bon sens. M'étonnerait qu'il soit suivi des faits, mais on peut toujours rêver. Mais surtout, je crois qu'il faut aussi que tout ce qui est comment dire, cette espèce de soft power de la culture, par exemple. Vous voyez, les films, il y a quelques films. Moi, je trouve qu'il y a quelques listes qui poussent sur le fumier. Je suis un peu violente, hein, mais c'est un peu ça. Par exemple, Le Sixième Enfant, avec, je crois que Sarah Girardot. Je trouve que c'est un très beau film, très belle ode à la natalité. Ou Sylvie Vartan, Dieu, Sylvie Vartan, ma mère et moi. Je crois que c'est ça le titre. De la même façon, je trouve ça beau. Eh ben, écoutez, si on avait un climat ambiant, si on passait de la puérophobie à la puérophilie, eh bien, tout s'arrangerait. Moi, je vais vous raconter une histoire. Ma sœur aînée, quand j'étais petite, m'avait offert un cadeau de Noël et dedans, il y avait un marque-page. Elle a mis un marque-page pour chaque membre de la famille. Et il y avait marqué cette phrase de Victor Hugo: préservez-moi, Seigneur, préservez ce que j'aime, frères, parents, amis, ennemis, même dans le mal triomphant. De jamais voir, Seigneur. Alors, le jardin sans fleurs vermeilles, la cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles et la maison sans enfants. Et ben, vous voyez, ça m'est resté comme ça, gravé dans un coin de ma tête. Je pense qu'il faut, et je le dis aux femmes de façon extrêmement forte, et c'est pas un obstacle à faire carrière, hein. Moi, j'ai toujours travaillé, et je rappelle que les deux femmes les plus connues en France pour deux femmes de lettres qui sont dans la gare des Michards, c'est Madame de Sévigné et la comtesse de Ségur. Elles n'ont pas été inspirées malgré leurs enfants, mais grâce à leurs enfants. Ça a été leur source d'inspiration. Donc, tentez l'expérience maternelle, vous verrez que c'est une grande joie. Eh ben, Madame Cluzel, merci beaucoup. On finit sur ces belles paroles. Merci. Merci d'avoir été avec nous et on espère vous revoir très prochainement sur Omerta. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain!